Mon fils m'a fait rester dans la cuisine lors de son mariage, alors j'ai annulé les 8 hôtels dont j'allais hériter. Je m'appelle Espérance Dubois et voici mon histoire. Je suis devenue veuve à 28 ans avec un petit-fils à charge. Mon mari est mort dans un accident de travail et m'a laissé sans rien d'autre que des dettes et Richard qui avait à peine 5 ans. J'ai dû travailler comme employée de maison chez des riches pour survivre. Je nettoyais les sols, lavais les vêtements, gardais les enfants des autres, pendant que le mien m'attendait à la maison. Chaque euro que je gagnais, je le gardais avec un rêve. Offrir à mon fils la vie que je n'ai jamais eue. Je me souviens encore de ce jour maudit où l'on m'a annoncé que Rodrigue était mort. Je travaillais sur un chantier à Saint-Germain, l'un de ces nouveaux lotissements où vivent les riches. Il est tombé du 5e étage parce que le patron ne voulait pas dépenser en équipement de sécurité. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas souffert, que ça avait été instantané, mais cela ne me consolait pas. Mon monde s'est effondré en une seconde. Rodrigue était un homme bon, travailleur et honnête. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous étions heureux dans notre petite maison de Nanterre. Il rêvait de monter un petit commerce, une quincaillerie peut-être, mais l'argent n'était jamais suffisant. Il y avait toujours une urgence. Il manquait toujours quelque chose. Et maintenant, il n'était plus là, et je devais élever notre petit garçon. Les premiers émois après sa mort ont été les plus durs de ma vie. Richard pleurait son papa, et je pleurais quand il ne me voyait pas. Les nuits étaient éternelles. Je les passais éveillée à faire des comptes, essayant d'étirer le peu d'argent qui me restait. La sécurité sociale me donnait une misère, à peine de quoi acheter des pâtes et du pain. Le loyer s'accumulait et le propriétaire me courait déjà après. C'est Madame Carmen, ma voisine, qui m'a trouvé ce premier travail. « Regarde Espérance, m'a-t-elle dit. Je connais une dame très distinguée qui cherche une jeune fille pour sa maison. Elle paie bien, mais elle est exigeante. Si tu veux, je te donne l'adresse. » Je n'avais pas le choix. Le jour suivant, j'ai repassé ma plus belle robe. Je me suis coiffée comme j'ai pu et je suis allée frapper à la porte. La maison était dans le 16e arrondissement, une zone dont je ne savais même pas l'existence. Elle était énorme, avec des jardins et une fontaine comme celle qu'on voit dans les feuilletons. Madame Béatrice de Montclerc m'a reçue dans sa cuisine. C'était une femme âgée, élégante, avec ses mains douces qui n'avaient jamais connu le travail dur. Elle m'a regardée de haut en bas comme si j'étais une bête au marché. « Avez-vous de l'expérience » m'a-t-elle demandé avec cette voix qu'utilisent les riches comme s'ils vous faisaient une faveur. Je lui ai dit que oui, même si c'était un mensonge. Je n'avais jamais travaillé pour d'autres, mais à quel point pouvait-il être difficile de nettoyer et de faire la cuisine. Chez moi, je le faisais tous les jours. « Bon, je vais vous donner une opportunité, » m'a-t-elle dit finalement, mais qu'il soit clair. Ici, on ne tolère ni la paresse ni les mauvaises habitudes. Vous commencez à 6 heures du matin et vous partez quand je vous le dis. Les dimanches sont libres, mais s'il y a un événement spécial, vous restez. Compris ? J'avais besoin de ce travail plus que de l'air que je respirais. Les premiers jours ont été un supplice. La maison avait 3 étages et environ 20 pièces. Tout devait être impeccable. Madame Béatrice me suivait partout, vérifiant chaque recoin, me grondant si elle trouvait une poussière ou une tache. « Espérance, c'est mal fait, refais-le. » « Espérance, cette argenterie ne brillait pas assez. » « Espérance, mon mari ne doit pas avoir une seule empreinte sur ses meubles. » Mais je supportais tout. Le soir, j'arrivais à la maison épuisée, avec les mains craquelées à cause de tant de javel et de savon. Mais Richard m'accueillait avec un sourire, et cela me donnait des forces pour le lendemain. Je le laissais avec ma commère Laetitia qui vivait dans le même immeuble et avait 3 enfants. Elle me facturait un peu parce qu'elle connaissait bien ma situation. Les fins de semaine, je les consacrais entièrement à Richard. Je l'emmenais au parc. Je lui achetais une glace, avec les euros qui me restaient. Je lui inventais des histoires pour qu'il ne regrette pas autant son papa. « Quand est-ce que mon papa va revenir ?» me demandait-il souvent. « Ton papa est parti très loin, mon amour. Mais il nous surveille depuis le ciel, » lui disais-je, même si moi-même je ne savais pas si je croyais à ces choses.
Au fur et à mesure que les mois passaient, je me suis habituée à ce travail. Madame Béatrice ne me grondait plus autant et m'a même augmenté mon salaire. Mais ce qui m'a le plus servi, c'était d'écouter les conversations d'elle et de ses amis quand elles venaient de prendre le thé, de comment faire fructifier l'argent. Je feignais de ne rien entendre, mais j'enregistrais chaque mot. Un jour, j'ai entendu dire que les biens immobiliers étaient le meilleur investissement. La terre prend toujours plus de valeur avec le temps, disait l'une d'elles. Mon époux a acheté des terrains à Deauville il y a 10 ans et maintenant ils valent donc le triple. Cette nuit-là, je suis restée à penser. Si elles pouvaient me faire fructifier leur argent, pourquoi pas moi? J'ai commencé à économiser chaque centime que je pouvais. J'ai arrêté d'acheter de la viande et seulement des haricots et du riz. Je ne m'achetais pas de vêtements neufs. Je raccommodais ce que j'avais. Richard grandissait et les vêtements devenaient petits, mais je les lui élargissais comme je pouvais. « Maman, pourquoi je n'ai pas de basket neuve comme mes amis ?» me demandait-il. « Bientôt, mon amour, bientôt, » lui disais-je, même si je ne savais pas quand ce bientôt arriverait. Au bout d'un an à travailler avec Madame Béatrice, j'avais déjà économisé environ 10 000 €. C'était une fortune pour moi, mais je ne me suis pas contentée de ça. J'ai trouvé un autre travail les samedis avec une autre famille à Neuilly et ensuite un autre le dimanche. Je travaillais 7 jours par semaine, mais chaque euro que je réunissais me rapprochait de plus en plus de mon rêve. Richard a commencé l'école primaire dans une école publique du coin. Il était bon étudiant, il rapportait toujours de bonnes notes, mais je voyais les enfants des maisons où je travaillais avec leurs uniformes très chers, leurs fournitures de marque, leurs boîtes à lunch pleines de nourriture riche. Je voulais ça pour mon fils. Il méritait ça et bien plus. Un jour, quand Richard avait 8 ans, il est revenu de l'école en pleurant. « Les enfants se moquent de moi parce que mes chaussures sont trouées, » m'a-t-il dit. Mon cœur s'est brisé. Cette nuit-là, j'ai compté mes économies. J'avais déjà environ 3 000 €. C'était mon fonds pour l'avenir, mais mon fils avait besoin de moi aujourd'hui. Le jour suivant, j'ai manqué le travail et je suis allée lui acheter des uniformes neufs, des chaussures, des fournitures, tout ce dont il avait besoin. Quand il est rentré de l'école et a vu ses affaires neuves, son visage s'est illuminé. Il m'a embrassé si fort qu'il ne me laissait presque pas respirer. « Tu es la meilleure maman du monde, » m'a-t-il dit. À ce moment-là, j'ai su que chaque sacrifice valait la peine, mais je ne me suis pas contentée de ça. Si je pouvais lui donner des vêtements neufs, je pouvais aussi lui offrir une meilleure éducation. J'ai commencé à chercher des écoles privées. Tout était très cher, mais j'en ai trouvé une de bonne sœur qui donnait des bourses à des enfants de familles modestes. J'ai apporté les notes de Richard et j'ai parlé avec la directrice. « Votre fils est très intelligent », m'a-t-elle dit après lui avoir fait passer quelques examens. « Nous pouvons lui donner une bourse de 50%, mais vous devrez payer le reste. » C'était beaucoup d'argent, mais je n'ai pas hésité un seul instant. Richard entrerait à cette école, même si je devais travailler jour et nuit. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai trouvé plus de travail, plus de maisons à nettoyer. Je me levais à 4 heures du matin et je rentrais à la maison à 22 heures. Richard était déjà endormi quand j'arrivais, mais je restais un petit moment à le regarder dormir, en pensant à tout ce que nous allions accomplir ensemble. Les années ont passé en volant. Richard grandissait et devenait plus intelligent. Il était toujours le meilleur de sa classe. Les bonnes sœurs me disaient qu'il avait l'étoffe d'un professionnel, qu'il pouvait aller très loin. Je me gonflais d'orgueil. Mon fils serait quelqu'un d'important. Il aurait les opportunités que je n'ai jamais eues. Quand il a eu 15 ans, j'avais déjà économisé environ 200 000 €. Un jour, en consultant le journal, j'ai vu une annonce qui a attiré mon attention. On vendait un petit hôtel à Fontainebleau. Il était en faillite, mais le prix était bon. Je suis allée le visiter un dimanche. C'était un désastre. Les chambres étaient sales, les meubles vieux. La peinture écaillée, mais il avait un bon emplacement et une structure solide. Le propriétaire était désespéré de vendre. « Madame, je suis honnête avec vous, » m'a-t-il dit, « cette affaire me ruine. Si vous me donnez 200 000 en espèces aujourd'hui même, je vous signe les papiers. » C'était tout mon argent, toutes ces années de travail, de sacrifice, à me lever avant l'aube. Mais
Quelque chose en moi me disait que c'était l'opportunité que j'attendais. « Donnez-moi 3 jours pour y réfléchir, » lui dis-je. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je n'arrêtais pas de penser à la question. Et si ça échoue? Si je perdais tout mon argent? Comment je me suis l'allais-je souvenu payer des l'école de conversations Richard? des dames riches. L'immobilier prend toujours de la valeur. La terre était le meilleur investissement. Le 3e jour, je suis retournée voir le propriétaire. « J'accepte votre offre, » lui dis-je. Nous avons signé les papiers et je suis devenue propriétaire de l'hôtel Saint-Ange. J'avais 35 ans et je venais de miser toute ma vie dans une affaire que je ne savais pas gérer. Les premiers émois ont été terribles. L'hôtel continuait à perdre de l'argent. Les quelques clients qui arrivaient se plaignaient de tout. Les employés étaient paresseux et voleurs. Mais je n'allais pas abandonner. J'ai démissionné de mes emplois de femme de ménage et je me suis consacrée entièrement à l'hôtel. J'ai commencé par nettoyer chaque chambre de mes propres mains. J'ai repeint les murs, j'ai changé les draps, j'ai réparé ce qui pouvait l'être. Richard m'aidait durant les week-ends. « Maman, es-tu sûre que ça va marcher ?» me demandait-il quand il me voyait travailler jusqu'à très tard. « Bien sûr que oui, mon amour. Je fais ça pour toi, pour nous. » Peu à peu, l'hôtel a commencé à s'améliorer. Les clients ont cessé de se plaindre autant et de plus en plus de clients ont commencé à arriver. À la fin de la première année, il donnait déjà des bénéfices, petits mais des bénéfices enfin. Richard était entré au lycée et continuait d'obtenir des prix d'excellence. Avec les bénéfices de l'hôtel, j'ai pu le maintenir dans le meilleur lycée de la région. Je n'avais plus à demander de bourse, ni à faire des miracles pour payer les frais de scolarité. Mon fils pouvait côtoyer les enfants de familles aisées et avoir les mêmes livres, les mêmes uniformes, les mêmes opportunités. Pendant des années, j'ai travaillé du matin au soir. J'ai rejeté de bons hommes qui me courtisaient parce que toute mon énergie était mise en Richard. Don Fernando, qui tenait une quincaillerie, me cherchait souvent. Il était veuf, il avait aussi bon cœur, et Richard l'aimait bien. Mais je n'avais pas de temps pour l'amour. Mon fils était ma priorité, toute ma vie. Espérance, la vie est trop courte pour la passer seulement à travailler, me disait Don Fernando. Richard est déjà grand. Il peut comprendre que sa maman a aussi le droit d'être heureuse. Mais je ne le voyais pas ainsi. Mon bonheur était de voir Richard triompher, de le voir devenir l'homme que son papa aurait voulu qu'il soit. Quand Richard a eu 18 ans, l'hôtel Saint-Ange était déjà prospère. J'avais acheté l'hôtel d'à côté et je l'avais complètement rénové. Il avait près de 50 chambres et elles étaient toujours pleines. Avec les bénéfices, j'ai acheté un autre hôtel à Orléans, puis un autre dans le Marais. Peu à peu, j'ai bâti mon empire. Richard est entré pour étudier l'ingénierie à l'école polytechnique. C'était l'université la plus chère et la plus prestigieuse du pays, mais mon fils le méritait. Chaque mois, je lui envoyais de l'argent pour ses dépenses, pour qu'il ne manque de rien, pour qu'il puisse se concentrer seulement sur ses études. Quand il m'appelait par téléphone pour me raconter ses cours, ses amis, ses projets, je me sentais la femme la plus fière du monde. « Maman, merci pour tout ce que tu as fait pour moi, » me disait-il. « Quand je serai diplômée, nous allons travailler ensemble. Nous allons faire croître l'entreprise comme jamais. » C'était exactement ce que je voulais entendre. Pendant des années, j'avais rêvé du jour où Richard prendrait en charge les hôtels, où nous pourrions travailler côte à côte, où je pourrais enfin me reposer en sachant que j'avais rempli ma mission. Au moment où il a obtenu son diplôme, j'avais déjà 6 hôtels, tous prospères, tous bien situés, tous gérés avec le même soin et le même dévouement que j'avais mis dans le premier. Richard est revenu de Polytechnique, transformé en un professionnel. Grand, beau, intelligent, éduqué. C'était exactement ce que j'avais rêvé pour lui. « Maman, je suis si fière de toi », m'a-t-il dit le jour de sa remise de diplôme. « Nous allons faire de grandes choses ensemble. » Je pleurais de bonheur. Chaque matinée, chaque sacrifice, chaque nuit sans dormir en valait la peine. Mon fils était un homme bien, et ensemble, nous allions conquérir le monde. J'ai acheté 2 hôtels de plus pour célébrer sa remise de diplôme. 8 hôtels au total,
tous au nom de Richard et au mien. Mon empire était complet et mon fils était prêt à l'hériter. Tout ce que j'avais construit était pour lui, pour qu'il ne passe jamais par les besoins que j'ai connus, pour qu'il ait la vie qu'il méritait. J'étais la femme la plus heureuse du monde, ou c'est ce que je croyais jusqu'à ce que Valentine arrive et que tout change à jamais. Tout a basculé quand Richard m'a présenté Valentine. Dès le premier instant, j'ai su que cette femme me méprisait. Elle venait d'une famille de souche, de celles qui se vantent de leur nom d'employé de maison. Je l'ai vue faire une grimace de dégoût. Quel intérêt, Madame Espérance, m'a-t-elle dit avec ce sourire faux. Cela a dû être très formateur pour vous de travailler dans le service. C'était un samedi après-midi quand Richard est arrivé chez moi en tenant la main de cette femme. J'étais en train de vérifier les comptes des hôtels sur la table de la salle à manger quand j'ai entendu la clé dans la serrure. « Maman, viens rencontrer quelqu'un de très spécial », m'a-t-il crié depuis le salon avec cette émotion que je ne lui avais pas vue depuis son enfance. Je me suis levée excitée, en pensant que finalement mon fils avait trouvé une bonne jeune fille qui le rendrait heureux. J'ai arrangé mes cheveux rapidement et je suis sortie pour les accueillir. Ce que j'ai vu m'a coupé le souffle, mais pas de la bonne façon. Valentine était belle, cela ne pouvait être nié. Blonde, grande. Avec cette élégance que seule donne l'argent de toute une vie, elle portait un tailleur couleur crème qui coûtait sûrement plus que le salaire mensuel de 3 de mes employés. « Maman, je te présente Valentine Suarez de Montpellier », m'a dit Richard avec les yeux brillants d'amour. Le nom de famille m'a semblé connu. Les Suarez de Montpellier étaient propriétaires de plusieurs usines textiles et possédaient des maisons dans les meilleurs quartiers de la ville, de l'argent ancien, de ceux qui n'ont jamais eu à travailler de leurs mains. « Enchantée, Madame Espérance », m'a dit Valentine, en tendant une main parfaitement manucurée. Sa poignée de main était froide, comme si me toucher lui causait du dégoût. Richard m'a tellement parlé de vous, mais la manière dont elle l'a dit, avec ce sourire qui n'atteignait pas ses yeux, m'a appris tout ce que j'avais besoin de savoir. Le plaisir, et c'est pour moi, lui ai-je répondu, en essayant d'être aimable. Entrez, entrez. Voulez-vous un café ou quelque chose à manger ? C'était ce que je faisais toujours quand des visites arrivaient. Mais Valentine a regardé le salon comme si elle expertisait une maison en vente. Ses yeux se sont posés sur chaque meuble, sur chaque décoration, calculant les prix, jugeant mon goût. « Non merci, Madame Espérance. »« Nous avons déjà mangé au club, » a-t-elle répondu avec cette voix maniérée que les riches utilisent pour être grossiers sans paraître grossiers. Le club, bien sûr qu'elle avait mangé au club. Les gens comme elle ne mangeaient pas dans des maisons telles que la mienne. Richard m'a raconté qu'ils s'étaient rencontrés lors d'une conférence d'affaires. Elle étudiait l'administration des entreprises dans une université privée très chère et il y était allé, en tant que représentant de nos hôtels. C'est incroyable, maman. Elle est super intelligente et vient d'une famille très prospère. Son père a des usines dans tout le pays. Pendant cette première visite, Valentine a à peine parlé avec moi. Elle a passé son temps à converser avec Richard sur des gens que je ne connaissais pas, des endroits où je n'avais jamais été, des choses qui ne m'intéressaient pas. Tu te souviens de la fête chez les Fernandez de Cestas. As-tu vu que Sofia Quintana s'est fiancée avec le fils des Garcia Pimentel ? C'était comme s'ils parlaient une autre langue. Quand ils sont finalement partis, Richard est resté un moment de plus. « Qu'est-ce que tu en as pensé ?» m'a-t-il demandé avec cette anxiété de jeune homme amoureux qui souhaite l'approbation de sa maman. Je n'ai pas su quoi lui répondre. Elle ne m'avait pas semblé une mauvaise personne, mais elle ne m'avait pas semblé bonne non plus. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une froideur qui me mettait mal à l'aise. On voit que c'est une jeune fille. Bien élevée, lui ai-je dit finalement. Si tu es heureux, je le suis aussi. Mais à l'intérieur, j'avais un mauvais pressentiment. J'avais connu beaucoup de femmes comme Valentine dans les maisons où j'avais travaillé. Je savais reconnaître celles qui se croient supérieures parce qu'elles sont nées avec de l'argent. Les fois suivantes qu'ils sont venus, ça a été pire. Valentine a commencé à poser des questions sur mon passé, mais pas du type que pose quelqu'un qui veut vous connaître. C'étaient des questions pièges, destinées à me mettre mal à l'aise.
Et vous vous êtes consacrée aux hôtels, Madame Espérance. Avez-vous fait des études d'hôtellerie à l'université? Votre mari travaillait aussi dans le commerce. Je lui répondais avec la vérité, que j'avais commencé à travailler dans des maisons, que j'avais appris le commerce sur le tas, que mon mari était mort quand Richard était petit. Chaque réponse semblait confirmer quelque chose qu'elle savait, quelque chose qui la faisait se sentir supérieure. Un jour, elle m'a demandé directement « Est-il vrai que vous avez travaillé comme employé de maison ?» La manière dont elle l'a dit, comme si c'était une honte, m'a blessée au plus profond de moi. J'ai travaillé en Oui, nettoyant lui des ai-je maisons répondu pour la faire tête progresser haute. mon fils. Et je n'ai aucune honte à le dire. C'est alors qu'elle a fait cette grimace de dégoût que je n'oublierai jamais. Quel intérêt, Madame l'Espérance. Cela a dû être très instructif pour vous de travailler dans le service. Le mot service, elle l'a dit comme si c'était une tare. Richard n'a rien dit. Il est resté silencieux en regardant le sol, comme si lui aussi avait honte. Depuis ce jour, les choses ont empiré. Valentine a commencé à venir moins souvent, et quand elle venait, elle amenait ses amies, toutes coupées par le même moule, blondes, élégantes, parlant de leurs voyages en Europe et de leurs week-ends à Cannes. Elle me traitait avec cette fausse amabilité qui fait plus de mal qu'une grossièreté directe. « Madame Espérance, quelle jolie maison vous avez, me disait l'une d'elles, mais son ton disait exactement le contraire. Vous l'avez décorée vous-même, et toutes riaient comme si j'avais dit quelque chose de très drôle. Je savais qu'elles se moquaient de mon goût, de mes meubles, de tout ce que j'avais acheté avec tant d'efforts. Richard a commencé à changer aussi. Mon fils qui avant me montrait avec fierté à ses amis de l'université, qui leur racontait comment sa maman avait bâti un empire hôtelier depuis le néant, maintenant semblait avoir honte quand il me voyait. Il ne m'invitait plus aux réunions d'anciens élèves. Il ne m'emmenait plus aux conférences d'affaires où avant nous allions ensemble. C'est que Valentine est mal à l'aise quand il y a beaucoup de gens qu'elle ne connaît pas, m'expliquait-il quand je lui demandais pourquoi il ne m'incluait plus dans ses projets. Ce n'était rien de personnel, maman. C'est juste que, bon, vous êtes très différentes. Différentes. En quoi étions-nous si différentes? En ce que j'avais travaillé dur pour obtenir ce que j'avais et elle l'avait hérité. En ce que je savais ce que coûtait chaque euro et elle le dépensait comme si c'était de l'eau. En ce que j'aimais mon fils sincèrement et elle ne le voyait que comme un bon parti. Les réunions familiales sont devenues un supplice. Les parents de Valentine, Don Alberto et Madame Carmen me recevaient dans leur maison de Neuilly comme si j'étais une visite indésirable. Leur maison était un palais comparé à la mienne, des plafonds très hauts, des meubles anciens qui valaient des fortunes, des jardins entretenus par une armée de jardiniers. La première fois que je suis allée dîner là-bas, je me suis perdue en essayant de trouver des toilettes. La femme de chambre a dû me guider à travers ces couloirs interminables, remplis de tableaux d'ancêtres européens. « Par ici, madame » me disait-elle avec un sourire compréhensif. Elle aussi était employée. Elle savait aussi ce que l'on ressentait d'être déplacé dans une maison comme ça. Don Alberto m'adressait à peine la parole et quand il le faisait, c'était pour des commentaires passifs-agressifs sur mon entreprise commerciale. Les hôtels doivent être une affaire très intéressante. Je suppose qu'on traite avec toutes sortes de gens, disait-il comme si c'était une mauvaise chose, comme si mes clients étaient des criminels. Madame Carmen était pire. Elle s'arrangeait pour me rappeler à chaque instant que je n'appartenais pas à son monde social. Espérance, quelle belle robe! L'as-tu achetée au centre-ville? Elle savait pertinemment que je ne pouvais pas me permettre les vêtements des boutiques où elle faisait ses achats. Oh, as-tu déjà goûté au caviar? Non, bien sûr. J'imagine que ce n'est pas quelque chose qui est communément servi dans ton milieu. Le pire de tout était de voir comment Richard se comportait dans cette maison. Il se transformait en une personne que je ne connaissais pas. Il parlait différemment, il riait différemment. Il marchait même différemment, comme s'il était un acteur jouant le rôle du gendre parfait. Et je restais là, assise, à me sentir comme un meuble déplacé. Une nuit, après un de ces horribles dîners, j'ai réprimandé Richard vertement. « Fils, pourquoi ne m'as-tu pas défendu quand Madame Carmen s'est moquée de mes hôtels ?
Nous avions parlé des affaires et elle avait commenté que sûrement les petits hôtels avaient une clientèle très spécifique, avec ce ton dédaigneux qui me fatiguait déjà. « Maman, tu dois comprendre que Valentine vient d'un autre monde », m'a-t-il répondu sans même se retourner pour me regarder. Il rangeait des documents que nous avions examinés, comme si la conversation n'avait aucune importance. « Ce n'est pas qu'elle ait honte de toi, mais ses amis sont différents. » Différents de quoi ? De la femme qui s'était sacrifiée toute sa vie pour lui. De la femme qui avait travaillé du matin au soir pour qu'il puisse étudier dans les meilleures écoles. De la femme qui avait bâti un empire pour qu'il ne connaisse jamais la pauvreté. Différents en quoi, Richard, lui ai-je demandé en sentant un nœud pour te donner tout ce que tu as. En ce que je ne suis pas née avec de l'argent, comme eux. Ce n'est pas ça, maman, m'a-t-il dit, mais il continuait à ne pas me regarder dans les yeux. C'est juste que, ils sont habitués à un certain type de personnes. Des personnes ayant fait des études universitaires, qui parlent des langues, qui ont voyagé à travers le monde. Tu as beaucoup de qualités, mais ce mot m'a frappé comme une claque. Mon propre fils pensait que je n'étais pas assez bien pour ses nouveaux amis, le même fils que j'avais élevé seul, à qui j'avais donné tout ce que j'avais et bien plus encore. « Je comprends, lui ai-je dit, bien que je ne comprenne rien du tout. Tu as raison, je n'ai pas fait d'études universitaires. Je ne parle ni anglais ni allemand. Je ne suis pas allée en Europe en vacances. Je suis juste une femme qui a travaillé comme une bête pour que tu puisses avoir tout ce que je n'ai jamais eu. » Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à ce que je n'aie plus de larmes. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie comme la femme de ménage que j'avais été. Comme si tout ce que j'avais accompli, tous mes hôtels, tout mon argent ne valait rien, comparé au nom de famille et au diplôme universitaire de la famille de Valentine. Mais le pire était à venir. Valentine a commencé à faire des commentaires sur les hôtels, sur la façon dont ils pourraient être améliorés s'ils étaient gérés de manière plus professionnelle. « Richard, tu devrais embaucher un administrateur ayant de l'expérience dans les chaînes hôtelières internationales, » lui disait-elle devant moi, comme si je ne savais pas gérer mes propres affaires. « Les hôtels-boutiques sont très à la mode maintenant, » ajoutait-elle. Ils pourraient tout rénover avec un concept plus moderne, plus élégant, quelque chose qui attire une clientèle plus sophistiquée. Encore une fois ce mot, sophistiqué, comme si mes clients étaient des rustres. Richard a commencé à répéter ses idées comme si elles étaient les siennes propres. « Maman, Valentine a raison. Nous devrions moderniser les hôtels, faire venir un designer professionnel, changer le concept. » Ça me faisait mal de l'entendre parler comme si tout ce que nous avions construit ensemble était mauvais et démodé. « Fils, lui ai-je dit un jour, ces hôtels, nous les avons construits toi et moi. Chaque chambre, chaque détail, nous l'avons planifié ensemble. N'aimes-tu plus ce que nous avons fait ? » Mais il m'a seulement répondu qu'il fallait évoluer avec son temps et que Valentine avait une vision plus large de l'entreprise. Vision plus large, comme si 30 ans de travail dans l'industrie ne m'avaient rien appris du tout. Les mois ont passé et les choses ont empiré. Valentine a commencé à influencer toutes les décisions de Richard, quels vêtements il portait, à quels événements il allait, avec qui il se fréquentait, et j'ai été de plus en plus exclue de sa vie. Mon fils, qui avant me consultait pour tout, prenait maintenant des décisions importantes sans même m'en informer. Un jour, il est arrivé à mon bureau avec un dossier rempli de papiers importants. « Maman, Valentine et moi avons réfléchi, nous voulons apporter quelques changements à l'administration des hôtels. » Quand j'ai ouvert le dossier, j'ai vu un plan pour restructurer toute l'opération. En gros, il voulait me retirer le contrôle de mes propres affaires. « Et quel rôle aurais-je dans cette restructuration ?» ai-je demandé en essayant de garder mon calme et ma dignité. « Eh bien, tu pourrais être comme une consultante. Avec ton expérience, tu serais très précieuse dans un rôle plus stratégique. » Stratégique, une autre façon élégante de dire qu'il me voulait hors du quotidien, qu'il me voulait reléguer dans un bureau sans pouvoir réel comme une potiche. « Richard, lui ai-je dit, ces hôtels sont ma vie. Je les ai construits pour toi, pour nous. Je ne vais pas laisser qu'on me sorte de ce qui m'appartient, mais il n'était plus le même garçon qui m'écoutait avec respect. Maintenant, c'était un homme sous l'influence d'une femme qui me détestait ouvertement. « Maman,
ne sois pas dramatique. Personne ne te sort de rien. Nous voulons juste professionnaliser davantage l'entreprise. Professionnaliser, comme si j'étais une amatrice qui jouait aux affaires. C'est alors qu'il m'a annoncé qu'ils allaient se marier prochainement. J'ai pensé que les choses iraient mieux, que finalement Valentine m'accepterait comme membre de la famille, qu'une fois qu'elle serait officiellement ma belle-fille, nous devrions bien nous entendre pour le bien de Richard. Quelle idiote j'ai été! La planification du mariage a été un autre martyre. Valentine avait des idées très précises sur tout, et aucune de ces idées ne m'incluait. Madame Espérance, j'espère que vous comprenez que nous voulons un mariage intime. Seulement la famille est proche, m'a-t-elle dit un jour. La famille est proche, comme si je n'étais pas la mère, lui ai-je demandé. Environ 300, m'a-t-elle répondu, sans ciller. 300 invités pour un mariage intime. Mais quand je lui ai demandé si je pouvais inviter quelques amis, les gens qui avaient fait partie de ma vie pendant toutes ces années, elle m'a dit que l'espace était limité. Le mariage aurait lieu dans mon hôtel le plus élégant, le Grand Hôtel du Bois. Cela me donnait au moins un certain contrôle. Ou c'est ce que je pensais, mais même cela, on me l'a enlevé. Valentine a embauché une wedding planner très chère qui s'est occupée de tout. J'étais la propriétaire de l'endroit, mais on me traitait comme une simple employée. Madame, nous avons besoin que ce salon soit complètement libre pour le montage, me disait la wedding planner. Avec cette autorité que donne l'argent. Pourriez-vous vérifier que le personnel est au courant de nos exigences? Nos exigences, dans mon propre hôtel, on me demandait de superviser le personnel comme si j'étais la responsable du nettoyage. Mais je me retenais parce que c'était le mariage de mon fils. Parce que je pensais qu'après la cérémonie, quand ils seraient de mari et femme, les choses changeraient. Comme j'avais tort. Les jours précédents, le mariage ont été les pires. Valentine était comme une folle avec les préparatifs, criant sur tout le monde, traitant mes employés comme ses serviteurs. Cette table est mal mise. Les fleurs ne sont pas de la couleur que j'avais demandée. Où est-ce la personne chargée de ça? Et Richard la défendait en tout. Quand je lui disais que sa fiancée était grossière avec mes gens, il me répondait qu'elle était nerveuse à cause du mariage. C'est normal, maman. Toutes les mariées deviennent peut-être connes comme ça. Mais je savais que ce n'était pas des nerfs, c'était sa vraie personnalité qui se révélait. La nuit avant le mariage, je n'ai pas pu dormir. J'avais un pressentiment horrible, comme si quelque chose de terrible allait se passer. Je me suis levée plusieurs fois pour vérifier que tout était en ordre dans l'hôtel. Les arrangements floraux étaient parfaits, les tables impeccables. Tout était prêt pour la cérémonie. Mais quelque chose dans mon cœur me disait que mon bonheur allait se terminer, qu'après-demain, ma relation avec Richard ne serait plus jamais la même. Je ne savais pas à quel point j'avais raison. Le jour du mariage a été le pire jour de ma vie. La cérémonie se déroulerait dans mon hôtel le plus élégant, le Grand Hôtel du Bois. J'avais rêvé de ce moment pendant des années, voir mon fils se marier, danser avec lui, être la fière mère du marié. Mais mes rêves se sont brisés. Ce matin-là, je me suis levée à 5 heures du matin pour vérifier que tout était parfait. C'était mon hôtel, le mariage de mon unique fils, et je voulais que ce soit l'événement le plus beau qui ait jamais été vu dans ces murs. J'avais embauché le meilleur chef de la ville. J'ai fait venir des fleurs de Provence, et le salon principal était décoré comme un palais. J'ai mis ma robe bleu marine, celle que j'avais fait faire spécialement pour l'occasion. Elle était en soie pure, élégante, mais pas voyante. Je ne voulais pas éclipser la mariée, mais je voulais me voir digne pour le jour le plus important de mon fils. Je me suis coiffée dans le salon de beauté le plus raffiné de Neuilly. Je me suis maquillée avec soin. Je voulais que Richard se sente fier de sa maman. Je suis arrivée à l'hôtel à 8 heures du matin. Les employés travaillaient déjà sur les derniers détails. Les tables étaient spectaculaires, avec des nappes en lin, des centres de table avec des roses blanches et rouges. L'hôtel improvisé dans le jardin était orné d'un arc de fleurs qui avait coûté une fortune. Tout était parfait. « Bonjour, Madame Espérance », m'a salué Martin, mon responsable des événements. « Tout est prêt comme vous l'avez ordonné. » La cérémonie commencera à midi précise et le banquet sera servi à 13h30.
Martin avait travaillé avec moi pendant 10 ans. Il savait à quel point cette journée était importante pour moi. Merci, Martin. S'il vous plaît, faites que tout se passe parfaitement. C'est le mariage de Richard, lui ai-je dit, en ressentant ce mélange de nerfs et d'émotions qui me retournait l'estomac depuis des jours. À 9 heures est arrivée l'armée de fournisseurs de Valentine. Fleuristes, décorateurs, musiciens, photographes, traiteurs supplémentaires. Il semblait qu'ils ne faisaient pas confiance à mon hôtel pour gérer leur événement, bien que le Grand Hôtel du Bois ait la réputation d'être l'un des meilleurs endroits pour les mariages dans toute la ville. La wedding planner, une femme très grande et très mince qui s'appelait Monica, est arrivée avec une liste interminable d'exigences. Madame Espérance, nous devons complètement réorganiser l'entrée principale. Les mariés veulent faire leur entrée par l'escalier du jardin, lui ai-je dit en essayant de garder mon calme. L'escalier du jardin n'a pas l'éclairage adéquat pour les photographies. De plus, c'est plus difficile pour les invités plus âgés. « Ce sont les ordres de mademoiselle Valentine, m'a-t-elle répondu sans même me regarder dans les yeux. Elle veut que tout soit exactement comme nous l'avons prévu. Ainsi s'est passée toute la matinée, des changements de dernière minute, de nouvelles exigences, des ordres contradictoires. J'étais la propriétaire de l'hôtel, mais on me traitait comme une simple employée. Et Richard était occupé avec ses parrains dans une autre chambre en se préparant pour la cérémonie. À 11 heures du matin sont arrivés les premiers invités, des gens élégants, bien habillés, parlant à voix basse tout en admirant la décoration. Je les recevais avec un sourire, fier de leur montrer mon hôtel, fier que ce soit le décor du mariage de mon fils. Madame Espérance m'a salué Don Alberto, père de Valentine, quand il est arrivé avec sa femme. L'endroit semble approprié pour l'occasion. Son ton m'a clairement fait comprendre qu'il n'était pas impressionné. Pour lui, mon hôtel le plus raffiné restait inférieur aux endroits où il célébrait ses événements. « Merci, Don Alberto. Richard et moi avons travaillé ensemble sur chaque détail de cet endroit, » lui ai-je répondu en essayant de lui faire remarquer que c'était une entreprise familiale et non un hasard. « Ah oui, bien sûr, » a-t-il murmuré, mais il regardait déjà ailleurs, clairement désintéressé de converser avec moi. Les invités continuèrent d'arriver. J'ai reconnu plusieurs camarades de l'université de Richard, quelques clients importants de mes hôtels, de la famille éloignée, mais la plupart étaient des amis de Valentine et de sa famille. Des gens que je ne connaissais pas, qui me voyaient comme si je faisais partie du personnel. « Excusez-moi, êtes-vous la responsable de l'événement ?» m'a demandé une madame âgée, couverte de bijoux. « J'ai besoin que quelqu'un déplace ma voiture. » Le voiturier l'a laissée très loin de l'entrée. « Madame, je suis la maman du marié. » lui ai-je répondu avec un sourire forcé. « Mais je dis au voiturier de déplacer votre voiture avec plaisir. »« Ah, pardon !» s'est exclamée la madame, clairement embarrassée. « C'est que j'ai pensé. » Bon, vous savez. Elle n'a pas terminé la phrase, mais j'ai parfaitement compris. Elle a pensé que j'étais une employée à cause de mon apparence, de ma façon de parler, de ne pas avoir cette élégance naturelle qu'ils associaient à la mère du marié. Il était 11h30 quand Valentine est arrivée. Elle venait dans une limousine blanche entourée de ses demoiselles d'honneur, toutes blondes, toutes élégantes, toutes coupées par les mêmes ciseaux. Sa robe était spectaculaire, il fallait l'admettre, en dentelle française avec une traîne qui s'étendait sur des mètres. Elle ressemblait à une princesse. « Madame Espérance » m'a crié une des demoiselles d'honneur. « Pouvez-vous venir un instant ? Valentine a besoin de vous parler. » Je me suis approchée du salon où elles étaient en train d'arranger la mariée. Valentine était assise devant un miroir géant pendant que 3 stylistes lui arrangeaient le voile. Elle était magnifique, rayonnante, comme toute mariée doit l'être le jour de son mariage. « Écoute, belle maman » m'a-t-elle dit avec cette voix douce qu'elle utilisait pour dire les pires choses. « Nous avons pensé que ce serait mieux si vous restiez un peu discrète pendant la cérémonie. Vous savez, pour que tout se passe parfaitement. » Je ne comprenais pas ce qu'elle me disait. Discrète, qu'est-ce que ça voulait dire? J'étais la maman du marié. Ma place était au premier rang, à côté de mon fils. « Je ne comprends pas, Valentine. À quoi fais-tu référence exactement avec discrète ?»« Eh bien, » dit-elle sans se retourner pour me regarder, concentrée sur son reflet dans le miroir. « C'est que certains de nos invités sont très spéciaux.
Des gens importants, tu sais, et comme Richard et moi voulons faire la meilleure impression, une de ses amies, une brune grande qui m'avait toujours traitée avec mépris, s'approcha. Ce que Valentine veut dire, Madame Espérance, c'est qu'il serait préférable que vous supervisiez le service pendant la cérémonie, vous savez, pour vous assurer que tout se passe parfaitement. Superviser le service. Voilà. Elle voulait que je sois hors de la cérémonie, travaillant comme une employée pendant que mon fils se mariait. Mais je suis la mère du marié, leur dis-je, en sentant ma voix se briser. Ma place est auprès de Richard. Bien sûr que oui, me répondit Valentine avec ce sourire faux que je connaissais déjà bien. Mais qui de mieux que vous pour s'assurer que le service soit parfait? Vous connaissez chaque recoin de cet hôtel. Les employés vous respectent. Ce serait une grande faveur pour nous. Une faveur. Elle me demandait de renoncer à voir le mariage de mon unique fils comme une faveur. À ce moment-là, les cheveux parfaitement coiffés, un sourire nerveux aux lèvres. En me voyant, il s'approcha pour m'embrasser sur la joue. « Maman, tu es ravissante, me dit-il. Et pendant un moment, j'ai pensé que tout allait revenir à la normale, que mon fils me défendrait, qu'il me remettrait à ma place. Richard, lui dis-je, Valentine me demande de rester dans la cuisine pendant la cérémonie, de superviser le service au lieu d'être avec toi à l'hôtel. J'ai vu comment mon fils regardait de sa fiancée, puis moi, puis encore une fois elle. Dans ses yeux, il y avait un conflit, mais aussi de la résignation. Il avait déjà pris sa décision avant d'arriver ici. « Maman, me dit-il avec cette voix qu'il utilisait quand il était enfant et qu'il avait fait quelque chose de mal. C'est juste pour éviter tout malentendu. Certains invités pourraient se méprendre. Et bon, tu sais... Se méprendre sur quoi, Richard? Eh bien, c'est que certains des invités de Valentine ne te connaissent pas. Pas. Avec tout le personnel qui travaille, il pourrait... Il ne termina pas sa phrase. Il n'eut pas le courage de me dire que ses invités pourraient me confondre avec une employée. Mon propre fils, celui qui avait grandi en me voyant construire un empire, celui qui savait mieux que quiconque ce que j'avais sacrifié pour lui, me demandait de me cacher pour ne pas l'embarrasser. « C'est seulement pendant la cérémonie, maman » ajouta-t-il aussitôt. « Après, à la réception, tu seras avec nous à la table d'honneur. » Mensonge. Je savais que c'était un pur mensonge. S'ils m'écartaient de la cérémonie, ils m'écarteraient aussi de la réception. Ils avaient déjà tout planifié. « Richard, lui dis-je en sentant les larmes me brûler les yeux. Je suis ta maman. Ma place est à tes côtés le jour de ton mariage. Maman, s'il te plaît, ne rends pas les choses de plus difficiles. C'est seulement pour quelques heures. Après la cérémonie, tout redeviendra normal. Reviendra-t-il à la normale? Comme si humilier ta mère était normal. D'accord, lui dis-je finalement. Si c'est vraiment ce que tu veux. Merci, maman. Je savais que tu comprendrais. Je suis sortie de cette pièce le cœur brisé. J'ai marché dans les couloirs de mon propre hôtel en me sentant comme une intruse. Les employés me saluaient avec respect, ignorant que leur patronne venait d'être bannie à la cuisine. Je me suis dirigée vers la cuisine principale. C'était un endroit que je connaissais bien, où j'avais travaillé plusieurs fois quand un chef était absent ou quand nous avions des événements spéciaux. Mais je n'avais jamais pensé que je serais là le jour du mariage de mon fils, cachée comme si j'étais une source de honte. « Madame Espérance » me salua le chef exécutif, Don Raoul. « Tout va bien. Vous avez l'air... » Il s'arrêta net en remarquant mon visage. « Oui, Don Raoul. Je viens seulement vérifier que tout soit parfait pour la cérémonie. » Don Raoul me connaissait depuis des années. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais il était trop respectueux pour me questionner. « Bien sûr, madame, les canapés sont prêts et le banquet sera servi comme prévu. » J'ai mis un tablier par-dessus ma robe de soie, un tablier blanc de cuisine, sur la robe que j'avais fait faire spécialement pour le mariage de mon fils. L'ironie était si cruelle que j'ai failli en rire. À midi pile, la cérémonie a commencé. J'étais dans la cuisine en train de préparer des plateaux de canapés pendant que mon fils se mariait dans le jardin de mon hôtel. Je pouvais entendre la musique, les rires, les applaudissements. Chaque son était comme un coup de poignard en plein cœur. « Madame, pouvez-vous apporter ce plateau au salon principal »
me demanda un des serveurs. C'était un jeune homme qui ne me connaissait pas bien. Pour lui, j'étais simplement une employée comme les autres. J'ai pris le plateau et je suis sortie de la cuisine. La cérémonie était déjà terminée et les invités prenaient le cocktail dans les jardins. Je me suis déplacée parmi eux en offrant des canapés, invisibles pour la plupart. Seulement une employée de plus faisant son travail. « Madame, apportez plus de vin !» me cria un homme âgé qui était avec un groupe d'invités. Il ne m'a pas demandé, il m'a ordonné comme si j'étais sa servante. « Tout de suite, monsieur !» lui répondis-je avec un sourire qui me faisait mal à l'âme. « Ce plateau est sale, » se plaignit une femme élégante, quand je lui ai proposé des canapés. « Ils ne savent rien faire correctement dans cet endroit. » Je souriais et j'obéissais, les larmes me brûlant de l'intérieur. Il y avait des gens importants là, des clients de mes hôtels qui me connaissaient comme la propriétaire. Mais avec le tablier, portant des plateaux, personne ne me reconnaissait, ou s'ils me reconnaissaient, ils préféraient faire comme si de rien n'était. « Excusez-moi, est-ce que vous travaillez ici ?» me demanda une jeune madame. Mon petit garçon a renversé du jus sur ses vêtements. Pourriez-vous m'apporter? Et je suis allée chercher des serviettes et de l'eau. Quand je suis revenue, la dame m'a donné un pourboire de 50 €. « Merci pour votre aide », m'a-t-elle dit sans savoir qu'elle donnait un pourboire à la propriétaire des lieux. Pendant 2 heures, j'ai servi des canapés, nettoyé des tables, répondu à des plaintes, pris des commandes. 2 heures à me sentir comme la femme de ménage que j'avais été 30 ans auparavant. Comme si toutes mes réussites, tous mes sacrifices ne signifiaient rien. Le pire s'est arrivé quand Richard est entré dans la cuisine pour chercher quelque chose. Il m'a vu là, avec le tablier, les yeux rouges d'avoir tant pleuré, portant un plateau vide. « Maman, m'a-t-il dit en s'approchant de moi. « Lentement, ça va, je vais parfaitement bien, mon fils, lui ai-je répondu en essayant de garder mon calme. Juste en m'assurant que tout soit parfait pour ton mariage. « Maman, a-t-il commencé à dire, mais il s'est arrêté. J'ai pu voir dans ses yeux qu'il savait ce qu'il me faisait, qu'il savait que c'était mal, mais j'ai aussi vu qu'il n'allait rien faire pour changer cela. « La cérémonie est-elle déjà terminée ?» lui ai-je demandé comme si cela ne m'importait pas. Tout s'est passé comme Valentine le voulait. « Oui, tout s'est déroulé parfaitement, » m'a-t-il répondu, mais sa voix sonnait étrange. « Maman, après la réception, on peut parler, on peut... » « Il n'y a rien à dire, Richard, » lui ai-je dit en l'interrompant. « J'espère que tu seras très heureux avec Valentine. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Au lieu de me serrer dans ses bras et de me demander pardon, au lieu de me sortir de là et de me remettre à ma place à côté de lui, il m'a dit « S'il te plaît, maman, ne fais pas de scène. Comprends que c'est le mieux pour tous. C'est le mieux pour tout le monde. » À ce moment-là, quelque chose s'est brisé pour toujours dans mon cœur. Mon fils, mon unique fils, pour qui j'avais sacrifié toute ma vie, me demandait de ne pas faire de scène après m'avoir humilié dans mon propre hôtel. « Tu as raison, » lui ai-je dit avec un calme que je ne savais pas que j'avais. « C'est le mieux pour tout le monde. Merci de comprendre, maman. Je savais que... » « Va-t'en avec ta femme, Richard, » lui ai-je dit sans le regarder. « Elle t'attend pour le banquet. » Après son départ, je suis restée là, debout au milieu de la cuisine, entourée du bruit des casseroles et des plaques, de la vapeur de la nourriture qui se préparait pour la célébration de mon fils. Une célébration dont j'étais exclue. Don Raoul s'est approché de moi. « Madame Espérance, voulez-vous que quelqu'un d'autre s'occupe du service? Vous devriez être avec votre famille. »« Non, Don Raoul, il semble que ma place soit ici, » lui ai-je répondu. « Ma famille va très bien sans moi. » Le reste de la nuit a été un cauchemar. J'ai continué à servir. J'ai continué à nettoyer. J'ai continué à être invisible pendant que mon fils et sa nouvelle épouse recevaient des félicitations dans le salon principal. Je pouvais entendre les discours, la musique, les rires, tout le monde célébrant sauf moi. À 23 heures, quand les invités ont commencé à partir, j'ai enlevé mon tablier et je suis allée à mon bureau. Je me suis assise à mon bureau en regardant les photos de Richard que j'avais là. Richard bébé, Richard à sa remise de diplôme, Richard le jour où nous avons ouvert notre premier hôtel ensemble. Toutes ces photos me faisaient mal maintenant, parce que le Richard des photos
mon Richard, était mort ce jour-là. L'homme qui s'était marié dans mon hôtel n'était pas mon fils. C'était un étranger qui avait choisi une femme au-dessus de la mer qui lui avait donné la vie. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée dans mon bureau jusqu'au lever du soleil en pensant à tout ce que j'avais vécu, à tous les sacrifices que j'avais faits. Et je suis arrivée à une conclusion qui m'a fait plus mal que tout ce qui s'était passé pendant la journée. Je n'avais plus de fils, et si je n'avais plus de fils, je n'avais pas non plus d'héritier. Cette nuit-là, j'ai pris le téléphone et j'ai composé un numéro que je connaissais par cœur. « Maître Herrera », lui ai-je dit quand il a répondu. « J'ai besoin de vous voir tôt demain matin. Nous devons faire quelques changements importants à mon testament. » Cette nuit-là, quand tout le monde est parti et que je suis restée seule dans mon hôtel, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé mon avocat, Maître Herrera. « J'ai besoin que vous veniez tôt demain matin. Nous allons faire quelques changements à mon testament. » Maître Herrera était mon avocat depuis 15 ans. C'était un homme sérieux, de ceux qui ne posent pas de questions superflues. Quand je lui ai expliqué par téléphone ce qui s'était passé au mariage, il est resté silencieux pendant un long moment. « Madame Espérance, m'a-t-il dit finalement, êtes-vous sûre de cela? Ce sont des décisions très importantes. Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose du matin dans mon bureau. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi une minute. Je suis restée dans mon bureau à regarder le lever du soleil par la fenêtre en pensant à tout ce que j'allais faire. Ce n'était pas une décision prise à chaud, c'était une décision qui avait mûri depuis le moment où Richard m'a demandé de ne pas faire de scène. À 7 heures du matin, j'ai pris une douche. Je me suis habillée avec mon meilleur tailleur et je suis allée au bureau de Maître Herrera. C'était un vieux bâtiment dans le centre-ville, de ceux qui sentent le papier et l'encre ancienne. Son bureau était au 5e étage et les murs étaient remplis de livres de loi et de diplômes. « Bonjour, Madame l'Espérance », m'a-t-il salué quand je suis entrée. « Je suis désolée de ce qui s'est passé hier. Cela a dû être très douloureux. » « Douloureux n'était pas le mot, maître. C'était humiliant. » Nous nous sommes assis à son bureau et il a sorti un dossier épais. « Très bien. Expliquez-moi exactement ce que vous voulez faire. » « Je veux que Richard n'hérite pas d'un centime de ce que j'ai construit, » lui ai-je dit sans détour. « Ni les hôtels, ni les propriétés, ni les comptes bancaires, ni rien. Madame, cela va créer des problèmes légaux. Selon la loi française, les enfants ont droit à une légitime. Vous ne pouvez pas le déshériter complètement. Alors donnons-lui cette légitime et rien de plus. Le minimum que la loi oblige. » Maître Herrera m'a expliqué que la légitime en France était très petite comparée à la valeur totale de mes biens. Nous parlons peut-être de 5% du total. Le reste, vous pouvez en disposer comme vous voulez. Parfait, que ces 5% restent avec lui. Le reste, je le veux pour autre chose. Qu'avez-vous en tête? Je veux créer une fondation qui s'appellera Fondation Espérance pour les mères célibataires entrepreneuses. Tout ce que j'ai, moins de la légitime de Richard, ira à cette fondation. Maître Herrera me regarda par-dessus ses lunettes. « Êtes-vous tout à fait sûr? Nous parlons d'un patrimoine de plus de 200 millions d'euros. Je suis sûr. Ces femmes vont valoriser ce que je leur donnerai. Elles vont lutter pour aller de l'avant comme je l'ai fait. Elles ne vont pas avoir honte de moi pour avoir travaillé avec mes mains. Nous avons passé toute la matinée à rédiger les documents, chaque détail, chaque clause et condition. La Fondation se chargerait de donner des prêts sans intérêt à des mères célibataires qui voudraient monter un commerce, ainsi que des bourses pour que leurs enfants puissent étudier dans les meilleures écoles. Tout ce que j'avais dû obtenir seule, elles l'auraient avec mon aide. Je veux aussi que les hôtels continuent de fonctionner, lui dis-je. Mais maintenant, les gains iront à la Fondation. Et je veux embaucher comme administratrice des femmes qui ont réussi seules, qui savent ce que lutter veut dire. Et qu'est-ce qui va se passer avec Richard? Va-t-il continuer à travailler dans les hôtels? Cela sera décidé par la Fondation. S'il démontre qu'il a changé, qu'il valorise le travail et respecte les femmes, peut-être qu'elle pourra lui donner un emploi, mais plus comme héritier, comme employé. Pendant 5 heures, nous avons travaillé sur tous les documents. Nouveau Testament, acte constitutif de la Fondation, transfert de propriété, tout.
Quand nous avons terminé, il était déjà tard et je me sentais comme si on m'avait enlevé un poids énorme des épaules. « Madame Espérance, me dit le maître avant que je parte. Ne voulez-vous pas y réfléchir quelques jours de plus? Une fois que nous aurons signé ceci, il n'y aura plus de retour en arrière. Maître, cela fait 30 ans que j'y pense. 30 ans en croyant que tout ce que je faisais était pour mon fils. Maintenant, je sais que je me suis trompée. Mon travail n'a pas été pour lui, il a été pour me démontrer à moi-même que je pouvais aller de l'avant. Et maintenant, il servira à aider d'autres femmes à se démontrer la même chose. J'ai signé tous les papiers ce jour-là, mon nom sur chaque document, ma décision scellée à l'encre bleue. Quand je suis sortie du bureau de maître Herrera, je n'étais plus la même femme qui était entrée. Je n'étais plus la mère souffrante qui pardonnait tout. J'étais Espérance Dubois, femme d'affaires, philanthrope, et une femme qui se respectait. Les jours suivants furent étranges. Je continuais à travailler dans les hôtels comme toujours, mais je savais qu'ils n'étaient plus miens, qu'ils appartenaient désormais à une cause plus grande. Les employés remarquèrent que quelque chose avait changé en moi. J'étais plus sérieuse, plus décidée et moins tolérante envers les bêtises. « Madame Espérance, me demanda Martin. Mon gérant, tout va bien. Je vous trouve différente depuis le mariage. Tout va bien, Martin. C'est juste que j'ai d'autres projets pour ma vie maintenant. Richard n'est pas venu me voir en lune de miel avec Valentine, profitant de sa nouvelle vie de mariée. Tant mieux. J'avais besoin de temps pour organiser la fondation, pour interviewer les femmes qui allaient travailler avec moi. La première que j'ai embauchée fut Rosa González, une femme de 40 ans qui avait élevé 3 enfants en travaillant comme couturière. Elle avait commencé un petit atelier chez elle et avait maintenant 15 employés. C'était exactement le type de femme que je recherchais. « Madame Espérance, me dit Rosa, quand je lui expliquai de quoi il s'agissait pour la fondation. Ceci est un rêve. Quand j'ai commencé, personne ne croyait en moi. Tout le monde me disait qu'il était impossible d'aller de l'avant seule avec 3 enfants. Eh bien, tu as vu que si on peut, Rosa. Maintenant, tu vas aider d'autres femmes à se rendre compte qu'elles le peuvent aussi. » La deuxième fut Marie del Carmen Ruiz, qui avait commencé en vendant de la nourriture dans un chariot et qui avait maintenant 3 restaurants, veuve avec 4 enfants déjà professionnels. Son histoire était très semblable à la mienne. « Je n'arrive pas à croire qu'une telle fondation existe, » me dit-elle quand je lui ai expliqué les plans. « J'ai tellement bataillé pour obtenir le premier prêt pour mon chariot. Les banques ne voulaient pas me prêter parce que je n'avais pas de caution. Ici, elles n'auront pas besoin de caution. Marie del Carmen. Elles auront seulement besoin d'envie de travailler et d'un bon plan d'affaires. » Au bout d'une semaine, j'avais déjà constitué l'équipe de direction de la fondation. Des femmes travailleuses, battantes, qui savaient ce que c'était de commencer depuis le bas. Des femmes qui n'auraient jamais honte de leurs origines, ni de leur travail. C'est alors que Richard est arrivé un mardi matin. J'étais dans mon bureau du Grand Hôtel du Bois quand ma secrétaire m'a prévenu que mon fils voulait me voir. « Qu'il entre, » lui dis-je en me préparant à la conversation que je savais que nous allions avoir. Il entra dans mon bureau et ce n'était pas le même homme qui s'était marié une semaine auparavant. Il avait l'air défait, cerné, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Ses vêtements étaient froissés et il semblait ne pas s'être rasé. « Maman, me dit-il en s'approchant de mon bureau, il faut qu'on parle. »« Bien sûr, mon fils, assieds-toi. »« Assieds-toi. » Il s'assit sur la chaise en face de mon bureau, le même endroit où pendant des années nous avions planifié l'expansion de nos hôtels, mais maintenant tout était différent. « Maman, on m'a dit que tu étais allée chez le notaire, que tu avais fait des changements dans ton testament. » Il s'était donc déjà mis au courant. « C'est vrai, j'ai fait quelques ajustements. » « Quel genre d'ajustements ? » ?»« Ceux qui sont nécessaires, Richard. »« Maman, s'il te plaît, ne rende pas les choses plus difficiles. Dis-moi ce que tu as fait. » Je le regardais dans les yeux, mon fils pour lequel j'avais tout sacrifié, exigeant des informations sur mon testament comme si c'était son droit, comme si mon argent lui appartenait déjà. J'ai décidé que ma fortune aura une meilleure utilisation en aidant des femmes qui en ont vraiment besoin. Il resta silencieux un instant, essayant d'assimiler ce que je venais de lui dire. « Cela veut dire que... »
Cela veut dire que tu vas hériter exactement de ce que la loi dit que tu dois hériter. Ta légitime. Le reste ira à la Fondation Espérance pour les mères célibataires entrepreneuses. Maman, tu ne peux pas faire ça. C'est mon héritage. Tout ce que tu as construit est pour moi. Il s'est levé de la chaise en criant comme je ne l'avais pas vu depuis son enfance. Il pleurait, s'arrachait des cheveux et marchait d'un côté à l'autre du bureau comme un animal en cage. « Richard, assieds-toi et calme-toi, voyons. » « Je ne vais pas me calmer. J'ai travaillé avec toi pendant des années. Je me suis cassé le dos dans ces hôtels. Tu ne peux pas m'enlever ce qui m'appartient. À toi. À quel moment c'est devenu à toi? Tu m'as toujours dit que tout cela était pour moi. Que quand tu mourrais, j'allais tout hériter. Et maintenant, tu me dis que tu as changé d'avis. Mais tu ne peux pas. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Est-ce que c'est ce que tu trouves juste, ce que tu m'as fait à ton mariage? Il s'est arrêté net. Pour la première fois depuis son arrivée, il a semblé se souvenir de ce qui s'était passé une semaine auparavant. Maman, c'était différent. Valentine était nerveuse. Elle voulait que tout se passe parfaitement. Et pour que tout se passe parfaitement, il fallait me cacher dans la cuisine. On ne t'a pas caché. On t'a juste demandé d'aider. Tu m'as demandé de ne pas faire de scène, Richard, dans mon propre hôtel. Le jour de ton mariage, tu m'as demandé de ne pas se faire de scène. Il s'est laissé retomber sur la chaise, les larmes coulaient sur ses joues, et pendant un moment, j'ai revu le petit garçon que j'avais élevé seul. Je me suis mal comportée, mais tu peux me punir autrement. Ne m'enlève pas mon héritage. Ton héritage. Depuis quand est-ce ton héritage? J'ai construit ça avec mes mains, avec mon travail, avec mon sacrifice. C'était à moi, un héritage pour le donner à qui je voulais. Mais je suis ton fils, oui, tu es mon fils. Et en tant que tel, tu vas recevoir ta part légitime. 5% du total. Plus de 10 millions d'euros. Plus d'argent que la plupart des gens ne voient de toute leur vie. Mais Valentine attendait plus. Sa famille attendait que je sois l'héritier d'un empire hôtelier. Là était la vérité. L'argent ne lui importait pas en lui-même, mais ce que sa nouvelle famille politique allait penser. Ah, je vois. C'est à cause de Valentine, n'est-ce pas? Bon, oui, mais pas seulement à cause d'elle. C'est que, maman, j'ai besoin de cet argent. J'ai des plans, des projets. Quel genre de projet? Valentine et moi voulons ouvrir notre propre affaire, une chaîne d'hôtels-boutiques. Quelque chose de plus moderne, de plus sophistiqué que ce que nous avons maintenant. Plus sophistiqué que ce que nous avons maintenant. Mon travail de 30 ans n'était pas suffisamment sophistiqué pour lui et sa nouvelle épouse. Je vois. Il voulait utiliser mon argent pour concurrencer mes hôtels. Ce n'est pas ça. C'est juste que nous voulons faire quelque chose à nous, quelque chose de différent. Eh bien, vous pouvez déjà le faire avec les 10 millions que tu vas hériter. Vous pouvez commencer votre propre affaire. 10 millions ne suffisent pas pour ce que nous avons prévu. Alors changez vos plans, Richard. Il s'est tu un moment en regardant le sol. Quand il a levé les yeux, j'ai vu dans son regard une dureté que je n'avais jamais vue auparavant. Tu sais quoi, maman? Peut-être que tu as raison. Peut-être que je suis différent maintenant. Et tu sais pourquoi? Parce que j'en ai marre de porter la honte de mes origines. La honte. Oui, honte. Honte d'expliquer aux gens que ma maman avait été employée de maison. Honte que mes amis sachent que je viens de la pauvreté. Honte de ne pas pouvoir emmener ma petite amie à des événements élégants parce que je ne savais pas comment me comporter. Chaque mot était comme un coup de poignard dans le cœur, mon propre fils me disant qu'il avait honte de moi. Fils, lui ai-je dit avec un calme que moi-même je ne savais pas que j'avais. L'amour véritable ne se méprise pas. Pendant 30 ans, je t'ai donné tout ce que j'avais. Ma jeunesse, mes rêves, ma vie entière. Et tu as payé tout cela en me faisant rester dans ta cuisine le jour de ton mariage. Maintenant, tu vas apprendre ce que vaut une mère. C'est que tu ne comprends pas. Valentine vient d'une famille importante. Nous ne pouvions pas permettre que... Que quoi? Qu'ils apprennent que ta maman a travaillé en nettoyant des maisons, qu'ils sachent que tout ce que tu as a été construit par une femme qui a commencé tout en bas. Exactement, c'est ça. Sa réponse m'a laissé sans mots. Mon fils,
celui que j'avais élevé pour qu'il soit un homme bien, était en train de me dire ouvertement qu'il avait honte de moi. « Très bien, Richard. Maintenant je sais exactement ce que tu penses de ta mère. Maman, ne le prends pas comme ça, c'est juste que tu n'as plus à t'inquiéter pour ta maman honteuse. À partir de maintenant, notre relation sera strictement professionnelle. Tu as ta part légitime et moi j'ai ma fondation. Strictement professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'es plus mon héritier. Tu es un employé de plus de ces hôtels, et en tant qu'employé, tu vas devoir gagner ta place comme n'importe quel autre. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait, Richard. Les papiers sont signés et enregistrés. » Il s'est levé de sa chaise comme un fou furieux. « Je vais me battre pour ça. Je vais te poursuivre. Tu ne peux pas me déshériter comme ça, juste comme ça. Tu peux essayer, mais mon avocat m'a assuré que tout est en ordre. Et d'ailleurs, avec quel argent vas-tu payer les avocats? Avec les 10 millions que tu viens de refuser. » Il est sorti de mon bureau en claquant la porte. Je ne l'ai plus revu pendant 2 semaines. Pendant ce temps, j'ai continué à organiser la fondation. J'ai embauché plus de femmes. J'ai mis en place les programmes de prêt. J'ai établi les bourses d'études. Chaque jour qui passait, je me sentais plus satisfaite de ma décision. Rosa Gonzalez est devenue la directrice exécutive de la fondation. C'était une femme intelligente, travailleuse, qui comprenait parfaitement ce que nous voulions accomplir. « Madame Espérance, m'a-t-elle dit un jour, nous avons déjà les 50 premières demandes de prêt. Ce sont des femmes incroyables. L'une veut ouvrir une boulangerie, l'autre un salon de beauté, l'autre un atelier de couture. »« Parfaite, Rosa. Commençons par ces 50. Je veux connaître personnellement chacune d'elles. » Pendant les semaines suivantes, j'ai interviewé toutes les femmes tellement la mienne. Des femmes abandonnées par leur mari, des veuves, des mères célibataires qui luttaient seules pour élever leurs enfants. « Madame Espérance, m'a dit l'une d'elles, Lolita Moreau, je n'arrive pas à croire qu'il existe quelqu'un comme vous. Personne n'a jamais cru en moi. Ma propre famille me disait que j'étais folle de vouloir créer une entreprise. Lolita, j'étais aussi à ta place. On m'a aussi dit que j'étais folle, mais regarde où je suis maintenant. Avez-vous vraiment commencé d'en bas? D'encore plus bas que toi, Lolita. Je n'avais même pas de quoi payer le loyer. Toi, au moins tu as un plan et l'envie. Je lui ai donné le prêt dont elle avait besoin pour son atelier de pâtisserie, sans caution, sans intérêt, seulement avec la promesse qu'elle travaillerait dur. C'était exactement ce dont j'aurais eu besoin il y a 30 ans. Quand Richard est revenu, nous avions déjà approuvé les 100 premiers prêts. La fondation fonctionnait à plein régime et je me sentais plus utile que jamais. « Maman, m'a-t-il dit quand il est arrivé à mon bureau, je viens de m'excuser. Oui, je sais que je me suis mal comportée. Je sais que j'ai dit des choses terribles. J'étais désespérée, confus, et maintenant tu n'es plus confus. Maintenant je comprends que je t'ai maltraité le jour de mon mariage, que je ne t'ai pas défendu quand je devais. Tu comprends ça ou Valentine te l'a dit? Son visage m'a donné la réponse. Où est ta femme, Richard? Elle est partie chez ses parents. Elle dit qu'elle a besoin de temps pour réfléchir. Ah, je vois. Elle a appris qu'il n'y a pas d'héritage et elle a besoin de temps pour réfléchir. Ce n'est pas ça, maman. C'est que, bon, oui, elle a eu une surprise quand elle a appris pour le testament. J'imagine. Mais je ne viens pas pour l'argent. Je viens parce que tu me manques, maman. Parce que je veux que les choses redeviennent comme avant. Les choses ne redeviendront jamais comme avant, Richard. Pourquoi ne pouvons-nous pas parler? Pouvons-nous arranger ça? Arranger quoi? Ma décision d'aider les femmes qui en ont besoin. Ma décision d'utiliser mon argent pour quelque chose de plus important que de maintenir le style de vie de ta femme. Ce n'est pas ça, c'est que, maman, ces hôtels, nous les avons construits ensemble. C'est notre héritage familial. C'était notre héritage. Maintenant, c'est l'héritage de femmes qui vont valoriser l'opportunité que je n'ai jamais eue. 6 mois se sont écoulés depuis. Richard vient chaque semaine me supplier de changer d'avis. Il a l'air de plus en plus mal. Valentine n'apparaît plus ici. On m'a dit que, quand elle a appris qu'il n'y avait pas d'héritage,
Son amour pour mon fils s'est refroidi considérablement. Quelle surprise! Maman, s'il te plaît, me dit-il chaque fois qu'il vient, donne-moi une autre chance. Nous pouvons travailler ensemble dans la fondation. Puis-je aider? Tu veux aider? Parfaite, j'ai besoin d'un comptable pour la fondation. Le salaire était de 15 000 € par mois. Ça t'intéresse? 15 000 € par mois était une misère comparée à ce qu'il espérait hériter, mais c'était un salaire honnête pour un travail honnête. Maman, je suis ingénieur, j'ai une maîtrise en administration des affaires. Je ne peux pas travailler pour 15 000 €. Alors tu ne veux pas aider. Tu veux que je t'entretienne. Ce n'est pas ça. C'est exactement ça, Richard. Tu veux les avantages sans le travail. Tu veux l'argent sans le gagner. Je continue avec ma fondation en aidant d'autres femmes qui, comme moi, luttent seules pour leurs enfants. Chaque prêt que j'approuve, chaque femme qui réussit grâce à notre aide me confirme que j'ai pris la bonne décision. Parfois, je me demande si j'ai été trop dure, mais ensuite, je me souviens de cette image. Moi, la propriétaire de 8 hôtels, servant des canapés dans la cuisine pendant que mon fils célébrait sans même se retourner pour me regarder. Et alors je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. Parce qu'il y a des trahisons qui ne se pardonnent pas, même quand elles viennent du sang de ton sang. Et si mon fils devait choisir entre l'argent de sa mère et le respect envers sa mère, j'allais lui enseigner qu'il ne pouvait pas avoir les deux. La leçon la plus importante que j'allais lui donner dans sa vie, même si c'était la dernière. L'histoire d'Espérance Dubois nous enseigne l'une des leçons les plus puissantes sur le respect, la dignité et la valeur de nos sacrifices. Cette femme extraordinaire nous montre que l'amour véritable n'est pas seulement de tout donner sans limite, mais aussi de savoir poser des limites quand cet amour n'est pas valorisé. Pendant 30 ans, Espérance a bâti un empire non seulement d'hôtels, mais de rêves, d'espoir et d'opportunités. Chaque euro qu'elle a gagné, chaque heure travaillée, chaque sacrifice ressenti a été motivé par l'amour inconditionnel sans respect se transforme en une relation toxique, même entre une mère et son fils. Le moment le plus douloureux de sa vie, quand elle a été reléguée à la cuisine pendant le mariage de son propre fils, représente ce que beaucoup de mères affrontent en silence, le manque de reconnaissance après des années de sacrifice. Cependant, ce qui rend Espérance spéciale n'est pas seulement sa douleur, mais sa réaction. Au lieu de rester dans le rôle de victime, elle a décidé de récupérer son pouvoir et sa dignité. Sa décision de transférer sa fortune à une fondation pour mères célibataires entrepreneuses n'a pas été une vengeance, mais une justice. La démonstration qu'une femme qui connaît sa valeur n'accepte pas des miettes de respect, même de ses propres enfants. Espérance a compris que son véritable héritage n'était pas de maintenir un fils ingrat, mais d'aider des femmes qui, comme elle, luttaient seules pour s'en sortir. Cette histoire nous invite à réfléchir sur nos propres relations. Combien de fois avons-nous accepté le manque de respect pour maintenir la paix? Combien de fois avons-nous tant donné de nous-mêmes que nous en avons perdu notre propre identité? Espérance nous enseigne qu'aimer ne signifie pas être un paillasson, que donner ne signifie pas permettre qu'on nous piétine, et qu'être mère ne signifie pas renoncer à notre dignité. La transformation de Richard nous parle aussi des conséquences de nos décisions. Quand nous choisissons l'apparence sociale plutôt que l'amour authentique, quand nous préférons impressionner des étrangers au lieu d'honorer ceux qui nous ont donné la vie, nous perdons beaucoup plus que de l'argent. Nous perdons notre essence humaine. Mais peut-être que la plus belle leçon de cette histoire est qu'il n'est jamais trop tard pour changer le cours de nos vies. Espérance, à 50 ans et quelques années, a décidé que son histoire ne se terminerait pas en étant celle d'une mère humiliée, mais celle d'une femme qui a transformé sa douleur en objectif. Sa fondation est devenue le véritable héritage de sa vie. Non pas un fils qui la méprisait, mais des centaines de femmes qui la bénissent chaque jour. Cette histoire nous rappelle que notre valeur ne dépend pas de la reconnaissance des autres, ni même de nos enfants. Elle réside dans ce que nous avons construit, dans les obstacles que nous avons surmontés, dans la force que nous avons développée. Espérance. Dubois nous enseigne qu'une femme qui connaît sa valeur ne mendie pas l'amour, mais l'exige par le respect qu'elle s'accorde. À la fin,
La vraie vengeance d'Espérance n'a pas été de retirer l'héritage à Richard, mais de lui montrer qu'une mère vaut beaucoup plus qu'un compte bancaire, et que l'amour véritable se construit sur le respect mutuel et non sur la dépendance économique.